Rappelez-vous, il y a quelque temps, on vous avait déjà proposé un hors-série consacré au montage de PC, parce que c'est quelque chose que vous nous aviez demandé. Eh bien, on remet le couvert en allant un petit peu plus dans le détail. Et nous faisons ça avec, de ce côté, Marc, salut Marc, et puis également Xavier, salut Xavier, puisque ces deux oiseaux sont à l'initiative de ces hors-séries consacrées au montage PC. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait jamais fait. Certains sont plus spécialisés que nous, il faut le reconnaître, mais si vous êtes des habitués techno, vous trouverez ça ici, chez nous. C'est bien aussi assembler son PC. Deuxième leçon, je serais tenté de dire, Xavier. Ici, oui, tout à fait. Ici, ça va être plutôt comment on va optimiser son ordinateur. Donc, vous avez vu un petit peu les points auxquels il fallait faire attention quand vous souhaitiez vraiment procéder à l'assemblage d'une machine. Maintenant, on va voir un petit peu comment optimiser sa configuration avec Marc. Donc, on part du principe que vous avez déjà un ordinateur. Quels sont les points que vous pourriez modifier pour améliorer et optimiser vraiment ça? La première chose, c'est évidemment la RAM. Donc, si votre PC... si vous avez l'habitude de lancer plusieurs applications en même temps, si vous êtes du genre à ouvrir 10 onglets sur Chrome 10 en même temps. C'est le minimum. J'en ai vu bien plus. Ah oui, là, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Je te confirme qu'en général, moi, je ne vois même plus les icônes dans les onglets. Voilà. Donc, tout ça, ça nécessite des ressources sur l'ordinateur. Moi, j'ai un Mac. Et c'est la mémoire RAM, c'est-à-dire c'est une mémoire qui est utilisée en temps réel. Ce n'est pas pour stocker à long terme des données, mais c'est plutôt des données à très court terme. Et les PC ont besoin de mémoire RAM. Très souvent, un des moyens les plus simples d'optimiser son ordinateur pour qu'il aille un petit peu plus vite, c'est de lui rajouter de la mémoire RAM. Alors, il y a moyen de voir dans les propriétés de son ordinateur, quand vous faites un clic droit, propriétés, il y a un onglet, Marc pourra peut-être me dire je n'ai plus en tête le nom le chemin où on peut voir ça, mais vous savez voir à quel point votre mémoire RAM est utilisée. À titre d'exemple, si vous êtes dans Photoshop, par exemple, dans un super portrait en 300 dpi et que vous faites un copier-coller... Oui. Vous allez bouffer de la RAM. Voilà. Je dis pas de bêtises, c'est dans ces cas-là... Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, déjà, à la base, avant de faire la mise à jour de votre ordinateur et de le booster un petit peu, il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le ventre ? Oui, aussi. Parce que c'est pas toujours quelque chose qui est clair, surtout si vous avez acheté la machine toute faite et que vous vous rappelez plus vraiment de ce que vous avez mis dedans. Il y a un outil qui est fourni en standard chez Microsoft, qui fait partie de Windows, si vous êtes sous Windows, qui permet d'avoir une sorte de rapport. Et pour y accéder, c'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer et vous cherchez. Alors, si vous êtes sur un Windows anglais, vous tapez System Information. Si vous êtes sur un Windows français, vous tapez Information Système. Et vous allez avoir une petite application qui va analyser le contenu de votre ordinateur et qui va vous faire un petit rapport. À côté de ça, il y a moyen de trouver facilement des utilitaires comme Sysoft Sandra, Software Monitor, Hardware Monitor, qui vous permettent d'avoir un rapport complet sur qu'est-ce qu'il y a dans cette foutue bécane qui va pas vite. D'accord. Une espèce de pré-diagnostic, quoi. Une espèce de pré-diagnostic qui va vous dire, voilà, pour l'instant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas se tromper après. Xavier parlait des temps de la RAM. Il y a plusieurs standards de RAM. Les plus vieux PC travaillent avec de la RAM de type dite DDR. Après, il y a eu la DDR2, la DDR3, et maintenant, on commence à voir, de manière assez embryonnaire, des PC qui sont équipés en DDR4. Pour les cartes graphiques, c'est encore différent. On est déjà à la DDR5, mais soit. Et même avant, il y avait encore des PC avec d'autres systèmes de RAM. Soit. On va se limiter à la DDR. Il est évident que si vous avez un PC qui est équipé en DDR2 et que vous lui mettez de la DDR3, il ne va pas aller plus vite, tout simplement parce que les formats de barrettes ne sont pas les mêmes. Autre chose, vous pouvez très bien avoir une machine relativement compacte. Vous vous rappelez, on avait fait à l'époque des hors-séries sur les NUC, les petits NUC de Intel. Ces machines-là ne travaillent pas avec des barrettes de mémoire standard, ce sont des barrettes de mémoire pour portable, qui elles aussi ont leurs propres spécifications, leur propre voltage. Alors, en parlant justement de barrettes à standard égal, vous avez de la DDR3, vous allez mettre de la DDR3, il faut faire attention à la vitesse de la mémoire, parce que à la base, ce sont des processeurs, ce sont des puces électroniques qui travaillent à une certaine fréquence. Et donc, la fréquence de la barrette mémoire correspond à
la fréquence de toutes ces petites puces qui travaillent ensemble. Il y a différents formats. Alors, vous pouvez très bien commencer à prendre une barrette de plus haute fréquence et à la mixer avec des barrettes de plus basse fréquence. Elle va travailler à la même fréquence que la fréquence la plus basse. La plus basse. Mais si vous avez des barrettes qui sont à une fréquence déjà certaine et que vous venez intercaler là-dedans une barrette qui travaille une fréquence moindre, ça va marcher. D'accord. Mais du coup, l'ensemble va se caler sur la fréquence la plus basse. C'est le maillon le plus faible qui entraîne... Exactement, c'est le maillon le plus faible qui va entraîner le tout. Ouais. Ok. Donc la RAM est un des composants. L'autre façon la plus marquante, je dirais, d'améliorer les performances de son PC, c'est de faire passer son système d'exploitation, c'est-à-dire le Windows pour ceux qui sont sur Windows, sur un disque dur de type SSD. D'accord. Donc le disque dur de type SSD n'a pas de tête de lecture ou d'écriture, et donc les temps d'accès et d'écriture sont beaucoup plus rapides, et ça va du coup se traduire par un environnement, un système d'exploitation qui est beaucoup plus rapide. Votre PC va démarrer en quelques secondes, alors qu'avant il pouvait prendre parfois 2-3 minutes. Donc ça c'est quelque chose que je recommanderais pour quelqu'un qui n'a pas forcément le budget pour s'acheter un nouvel ordinateur, mais qui a un PC qui a déjà un certain nombre d'années. Si vous changez votre disque dur par un disque dur SSD, ça va être flagrant. Vous allez avoir l'impression d'avoir un nouvel ordinateur, même s'il ne sera pas aussi performant qu'un PC plus récent. Pas de problème de compatibilité, je parle d'un vieil ordinateur, jusqu'où on peut remonter Il faut déjà avoir un très vieil ordinateur pour qu'un disque dur ne soit pas compatible. Il faut que votre ici on parle d'un SSD, donc c'est... Oui, mais il faut déjà avoir un très vieux. Donc il faut que votre ordinateur soit capable de lire du SATA, qui est un port SATA. SATA, d'accord. Un port SATA pour pouvoir utiliser le SSD. Il n'y a pas une connectique propre au SSD, c'est ça que je voulais savoir. Non. Elle n'est pas. Non, il y a pas. Alors il y a parfois des connecteurs propriétaires sur certains portables, etc. Mais là, sur les PC fixes, vous avez une carte mère. Les tout vieux disques durs avaient un port qu'on appelait un port IDE, si ma mémoire est bonne. Et voilà, ça ce n'était donc pas. Donc j'ai un vieux disque dur qui fait crat dans un coin. Il est en SATA. Je le déplugue, je plug à la place un. Exactement. En fait, le port SATA, on le reconnaît assez facilement par rapport à un port IDE. Un port IDE était assez large, c'était environ 5 cm de large. Un port SATA, c'est environ 1,5 cm de large. C'est une petite fiche rectangulaire dont le connecteur à l'intérieur ressemble à un petit L. D'accord. Oui, c'est un peu un L à plat. Okay. Donc c'est très simple. Si vous avez ça, vous pouvez mettre un. Donc là, on peut déjà donner un coup de jeunesse. C'est vraiment flagrant, mais ça va nécessiter de passer votre environnement Windows sur ce nouveau disque dur. Il va falloir refaire une installation sur ce nouveau. Il va falloir refaire une installation. Mais je vois Marc lever son bic. Son bic, pardon. Oui, même pour les machines récentes, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs formats de SSD. Alors là. La première chose, tu disais, je vais enlever mon disque dur qui fait gratte-gratte et mettre un SSD à la place. Oui, tout à fait. Sauf que 99% des cas, ton disque dur qui fait gratte-gratte, il aura une certaine taille. Oui. C'est un disque dur de format qu'on appelle 3,5 pouces. C'est ça. C'est un truc comme ça. Et là, c'est purement mécanique. Oui, mais les SSD, quasi tous, sont des SSD de 2,5 pouces. Et donc, si tu essayes de mettre ton SSD de 2,5 pouces dans la structure qui était prévue pour mettre ton 3,5 pouces, il va juste te faire clonk, 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 clonk. Oui, il va bouger. Il existe des papates. Il existe des papates, mais qui sont généralement pas vendus avec le SSD. Il faut prévoir, okay. Le SSD est vendu, donc prévoyez ça. Deuxième chose, il existe effectivement les formats SATA. Il y a différents standards, SATA 1, SATA 2, SATA 3, qui eux régissent simplement différentes vitesses. On parle de 1,5 giga, 3 gigas, 6 gigas seconde. Il faut savoir qu'il y a aussi un autre format, le format M2, qui lui va être plus qui est aussi une déclinaison du SATA, mais qui va être plus retrouvé dans des petites machines compactes où justement la place est quelque chose d'assez... Oui, ou bien les NUC. Oui, c'est ça. Les petits NUC dont on a parlé, ce sont des MSATA. Et alors, derrière ça, il y a encore un autre format qui est le format NVMe, qui est en fait un format qui a pour particularité de ne plus se brancher sur le port SATA. Petit cours d'architecture, vous avez la carte mère, vous avez le bus qui relie, donc la ligne qui relie les différentes parties, vous avez notamment
le chipset de base qui, lui, va aller interpréter et faire l'aiguillage un peu de tous les signaux qui passent. Et vous avez le bus PCI. Alors, le bus PCI, par rapport, c'est là où on met les cartes d'extension, les cartes son, les cartes graphiques, etc. Ce bus, ce circuit sur l'entièreté du bus, donc sur l'entièreté du trajet par lequel vont transiter tous les signaux, il est prioritaire. Généralement, il est en ligne directe avec le processeur. Le port NVMe, c'est un port semi-propriétaire, mais qui a l'avantage d'être branché directement sur le bus PCI. Et donc, autrement dit, les disques SSD qui sont branchés sur ce port-là peuvent dépasser les 3 à 5 gigasecondes. Ça dépote vraiment grave. D'accord, donc c'est vraiment Les prix sont en conséquence, évidemment. C'est une voie prioritaire et c'est pas sur toutes les cartes mères, j'imagine. Non, mais il y a de plus en plus de disques SSD qui sont vendus sous forme de carte d'extension. Ah oui, d'accord. Donc il suffit de les plugger à ce moment-là. Donc on peut brancher, exactement. Bon, ben voilà, là on rentre vraiment dans le détail, hein. Donc renseignez-vous bien. Et alors ne jetez pas forcément votre ancien disque dur. Non, ça fait un excellent cale-porte. En fait, ça fait un cale-porte, mais le fait d'avoir son système d'exploitation sur un disque et ses données sur un autre disque, parfois est aussi un moyen d'optimiser son... Donc l'ancien disque système pourrait devenir un disque data, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Tout à fait. Rien n'est perdu. Ça, c'est une façon de faire. Alors, ensuite, on va s'adresser un peu plus aux gamers. Donc, ceux qui veulent vraiment pousser le jeu dans ses ultimes retranchements vont, au lieu d'avoir une carte graphique très performante, ils vont vouloir avoir 2 cartes graphiques très performantes. Parce que 2, c'est mieux que 1. 2, c'est mieux qu'une. Et pour ça, on va utiliser, par exemple, chez NVIDIA, la technologie SLI qui va permettre tout simplement de mettre plusieurs cartes graphiques, donc ici en l'occurrence 2 cartes graphiques dans l'ordinateur. Il faut évidemment que la carte mère le permette, donc il faut une carte mère compatible SLI, et on va avoir des performances graphiques qui vont être quasiment doublées. D'accord. Donc, dans la majorité des cas, c'est vraiment doublé, mais c'est 2 cartes graphiques qui vont travailler de concert pour doubler les performances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On pourrait optimiser la qualité sonore de son ordinateur. Donc là, pour les musiciens, pour les gens qui veulent faire de l'enregistrement, Marc... mais là, je serais tenté de te dire qu'il y a d'autres solutions que des cartes internes à la machine. Parce que c'est quand même un nœud de parasites, entre guillemets, en tout genre. Une caisse d'ordinateur, là-dedans, il y a beaucoup de signaux qui circulent. Et donc, la carte audio interne, je ne la conseillerais pas trop. Parce que, non, je confirme. Pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de qualité, alors vous avez 2 choix. Soit vous allez partir sur un boîtier externe, qui lui effectivement sera plus protégé, sera mieux isolé, aura surtout beaucoup plus d'entrées et de sorties. Soit vous allez carrément partir dans ce qu'on appelle une workstation, et on réfléchit de plus en plus à vous faire un petit hors-série sur le sujet. Un clavier par exemple, un clavier musical, un synthétiseur, qui généralement embarque une interface qui vous permet de faire considérer votre clavier comme une super carte son, et qui sont généralement, ces matériels-là, équipés de convertisseurs audio numériques de qualité largement supérieure à ce que vous trouverez dans les meilleures cartes son. Et donc là, il y a effectivement, enfin, c'était une vieille solution, hein, c'était la fameuse carte Sound Blaster. Qu'on a tous eu. Qui reste quand même d'actualité pour les gamers. Oui, bien sûr, qui reste d'actualité. Ils vont avoir du 5.1 grâce à ça, par exemple. Oui, bien sûr. Ça pose aucun problème. J'ai pas dit que c'était à jeter par la fenêtre, mais c'est peut-être pas destiné aux gens qui font du son, quoi. Enfin, qui vont créer du son. C'est plus destiné à des gens qui l'écoutent que de ceux qui le créent, en l'occurrence, parce que bon, voilà, c'est une question de qualité de son, et d'entrée, de sortie, etc. Donc voilà. Mais il en existe encore quelques-unes sur le marché, effectivement. Alors, la dernière optimisation que je vois, c'est ce qu'on appelle l'overclocking. On en a parlé déjà un petit peu. C'est une technique que je vous conseille d'utiliser avec parcimonie, de bien vous renseigner au préalable, puisque vous pouvez casser le matériel. Oui. En fait, ça va consister à pousser son matériel vraiment dans les limites de ce qu'il peut supporter. Donc, il faut savoir qu'un peu comme un moteur de voiture, très souvent, les constructeurs font en sorte que le matériel qu'ils utilisent soit le plus fiable possible, et donc ils les protègent un petit peu au niveau de l'usure, des performances.
mais il est possible dans beaucoup de cas d'utiliser des processeurs et de les faire tourner à des vitesses supérieures à celles pour lesquelles ils sont initialement prévus. On joue sur la réserve, entre guillemets. Exactement. Oui. Donc il y a de la réserve, il y a de la marge. En fait, tout simplement, les processeurs sont toujours un petit peu bridés, sont souvent un petit peu bridés parce que ça augmente leur durée de vie, mais il est possible d'augmenter cette fréquence, donc la fréquence de calcul. En jouant sur le voltage, par exemple, des choses comme ça. C'est ça, ce sont des paramètres qu'on va définir dans le BIOS très souvent et qui vont permettre d'atteindre des fréquences plus élevées tout en restant dans des limites plus ou moins acceptable. Donc, il y a tout un tas de documentation. On vous invite à consulter des sites. L'analogie avec la mécanique est parfaite, parce qu'on voit ça aussi en voiture. Enfin, c'est aussi de l'électronique maintenant, mais où il y a des kits pour modifier les véhicules. Alors, bien souvent, le problème, c'est tout ce qui va autour, qui doit suivre aussi. Alors, si on fait... Les freins, sur l'ordinateur, il n'y a pas de frein. Mais... si on fait travailler un processeur à une fréquence plus élevée, mais qu'est-ce qui va se passer ? Le processeur va chauffer. Et donc, on va avoir une machine qui va consommer plus et qu'il faut refroidir plus. Alors, dans certains cas, le CPU qu'on va... le ventilateur qu'on va avoir sur le processeur n'est pas suffisant. Ça peut provoquer des alertes. La carte mère peut complètement, par sécurité, se couper quand elle atteint une certaine température. Et donc, il existe des solutions avec des ventilateurs qui sont soit beaucoup plus grands, ce qui permet aussi de faire moins de bruit. Avec des gros radiateurs aussi. Avec des dissipateurs de chaleur. Et alors, le niveau ultime, c'est la solution de refroidissement liquide qui est silencieuse ou quasi silencieuse et qui, là, va refroidir de manière vraiment encore plus efficace puisqu'on va vraiment retirer la chaleur de l'endroit là où elle se trouve. Je me suis laissé dire qu'il y avait une start-up belge qui travaillait pour l'instant sur un prototype, et apparemment ça va sortir prochainement, d'un système de refroidissement avec un fluide refroidissant qui n'a pas besoin de ventilateur. C'est toujours un circuit qui se fait de manière naturelle. Ça a l'air d'être pas mal. On aura peut-être des informations un jour à vous communiquer là-dessus, mais il y a toujours ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a toujours de la recherche là-dessus, parce que la température, dans tout ce qui est électronique, c'est vraiment le problème. Et un petit rappel, c'est peut-être inutile pour beaucoup, mais il ne faut pas oublier que ces fameux ventilateurs, ils jouent un petit peu... Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils extraient de l'air de l'extérieur de la tour, et donc, en fait, ils jouent un petit peu le rôle d'un aspirateur. Et il est bon de dépoussiérer ces ordinateurs de temps en temps. J'ai déjà été dépanné des ordinateurs où il y avait un tapis de poussière tel que le... Voilà, je serais tenté de vous dire que faire le contraire, c'est pas complètement idiot. En extraction, ça fonctionne très très bien aussi, mais à ce moment-là, la poussière, elle rentre par l'autre côté, pas par le côté du ventilateur. Donc, mais bon, voilà, c'est un choix. Mais en général, on utilise les ventilateurs en extraction, je pense, plutôt quand on ne souffle pas d'air à l'intérieur de la boîte. On importe l'air frais. Voilà. Donc voilà. Pour ces précisions, je ne sais pas si Marc avait un truc à nous dire aussi à ce sujet, quelque chose qu'on aurait oublié Non, je ne pense pas. Par contre, ce qu'on peut-être, en revenant sur notre hors-série précédente sur le sujet, il est peut-être pas idiot de rappeler que il y a pas mal de boutiques en ligne qui proposent du matériel. Bon, on rappelle, nous sommes un podcast belge. Oui. Nos amis français ont la chance d'être beaucoup mieux fournis en matière de boutiques électroniques en ligne que nous. Nous dépendons un peu d'eux, mais il y a principalement, moi je retiens un grand constructeur, enfin un grand grossiste qui est LDLC. Là-bas, vous trouverez absolument tout ce que vous voulez. On n'a pas d'action chez eux et on n'est pas payé pour le dire. Et ils ont même des configurations. Voilà, ils ont des configurations. Et puis surtout, ce qu'il y a, si vous voulez vous monter votre machine vous-même ou que vous cherchez des infos pour avoir des données sur les compatibilités et autres informations plus précises de ce genre, ils ont des configurateurs de machines qui sont très bien faits. Donc, par exemple, vous montez une machine, vous choisissez un CPU ou une carte mère, vous saurez exactement quel CPU vous savez mettre sur des cartes mères ou quelle carte mère vous devez utiliser pour tel CPU. Idem pour la RAM. Ce sont des outils qui sont extrêmement pratiques quand on veut se lancer dans la construction de machines, mais qu'on n'est pas encore tout à fait rodé ou qu'on a peur de faire une erreur. Après tout, la technique évolue tellement vite que même ceux qui mettent les mains dans le cambouis doivent quand même se rafraîchir un petit peu la mémoire de temps en temps. Oui, parce que c'est pas simple, il faut être clair, c'est un vrai métier. Ça évolue tellement vite. Moi, je parlais dans le hors-série précédent du VLAN dans lequel je regardais
Il faut chaque fois le dire parce que plus personne ne sait ce que c'est. Les références des composants au départ quand je faisais mon petit shopping. Maintenant, la technologie. Avant, il y avait une seule, parfois un ou deux modèles de composants différents. Ici, il y a des standards. Par exemple, rien que pour la RAM, il existe une multitude de modèles différents. Et donc, c'est vrai que c'est quasiment impossible de tout connaître. Et donc, quand on fait une nouvelle configuration, il faut se remettre à jour et parcourir les dernières technologies. Un petit point pour terminer, pour conclure peut-être, c'est les laptops, parce qu'on ne les a pas abordés ici, on n'a pas abordé cette question-là parce qu'on ne monte pas ça soi-même normalement, mais il y a aussi des choses à dire en ce qui concerne les ordinateurs portables, Marc. On peut monter son laptop, ça existe. Il y a tout un temps. Alors, ça a commencé historiquement avec les ordinateurs de bureau. C'est une génération qu'on a appelée les barebone, c'est-à-dire c'était des boîtiers qui étaient fournis avec alimentation, carte mère, boîtier, etc. On n'avait plus qu'à rajouter RAM, disque dur et processeur. Et on a commencé à voir ce genre de choses arriver aussi du côté des laptops à des degrés moindres. Pour ce qui est des laptops, vous n'allez avoir forcément moins le choix. Les orientations vont être beaucoup plus tranchées. Ça va soit être du gros laptop de guerre, où vous allez avoir une grosse carte graphique, parce qu'il faut avouer, les cartes graphiques pour jouer sur des laptops, il faut généralement monter assez haut pour avoir l'équivalent de performance qu'on a sur une machine de bureau. Soit vous allez avoir des machines qui sont beaucoup plus taillées pour la durée au niveau de l'autonomie des batteries, sachant que généralement les deux ne sont pas compatibles. Sur une machine que vous allez choisir pour faire du gaming pur, vous attendez pas à avoir 10 heures d'autonomie. En inverse, si vous prenez une machine qui a 10 ou 13 heures d'autonomie, vous attendez pas à pouvoir jouer à un FPS en Full HD. Il y a des compromis à faire. Par contre, la distribution des machines est assez homogène, c'est-à-dire que vous allez avoir des usages plus génériques, sans forcément pouvoir aller dans les extrêmes. Une machine qui est équipée, par exemple, d'une carte graphique, on va donner une petite référence, l'équivalent d'une GeForce 960M, ou la dernière génération des cartes graphiques mobiles, donc les 1050, 1060, 1070 mobiles. Elles sont généralement moins cadencées, car moins énergivores que leurs équivalents dans les machines de bureau, mais elles ont quand même la réserve que pour fournir une utilisation décente. Vous n'allez pas pouvoir pousser la bébête dans les derniers retranchements, mais vous allez avoir une machine qui est capable de faire déjà pas mal, sans être aussi versatile, mais en ayant la portabilité en plus. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'une machine de gaming a généralement tendance à avoir un écran beaucoup plus gros. Qui dit écran beaucoup plus gros veut dire batterie qui se vide encore beaucoup plus vite. Généralement, ce sont des machines qu'on a plus tendance à qualifier de transportables parce que pour être vraiment totalement exploitées au maximum de leurs possibilités, il faut leur mettre le courant derrière pour pouvoir alimenter le processeur et tout. Les utiliser en mode pur nomade, vous allez vite vous rendre compte que quelque part, il y a un truc qui pêche. Voilà, donc l'alimentation du veau. Voilà, boum, ça c'est fait. C'est une grosse boîte, hein, pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est une grosse boîte. Je peux pas dire autrement. C'est une grosse alimentation de portable. C'est un gros portable aussi. À chaque fois, il me démolit une table. Je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour parce que le domaine est tellement vaste que c'est pas possible. Ce serait très prétentieux de dire qu'on a fait le tour. On a essayé d'effleurer le sujet de manière honnête et s'il y a des détails à donner, on pourrait peut-être en donner dans un troisième hors-série. Marc avait encore quelque chose à dire. Oui, puisqu'on est dans un numéro qui est consacré à l'optimisation du matériel, il y en a encore une qu'on peut faire, qu'on n'a pas évoquée parce que le sujet est immense et effectivement, si vous nous le demandez, on peut se penser sur le sujet et vous faire un troisième HS, c'est l'optimisation. Alors ici, on s'est branché vraiment sur l'optimisation côté hardware. Mais une autre manière d'optimiser sa machine sans forcément toucher à la partie matérielle, c'est d'y aller au niveau logiciel. Et là, il y a des petites astuces également. Voilà. Il y a moyen au moment où vous installez, au moment où vous installez votre système d'exploitation, il y a parfois moyen de choisir ce que vous allez mettre en place. Il y a moyen aussi de réinstaller régulièrement son propre système. Un nouveau système va toujours plus vite qu'un système qui a déjà quelques mois ou quelques années dans les dents. Vous pouvez aussi, selon l'utilisation que Windows, vous en faites, soyons clairs. Selon que l'utilisation que vous en faites, vous pouvez aussi choisir pour un autre système. Windows n'est pas le seul. Il y a d'innombrables
d'innombrables distributions de Linux, dont certaines sont taillées sur mesure, parfois pour des utilisations extrêmement pointues, comme du multimédia, qui n'ont rien à envier à Windows, tout en étant moins exigeantes au niveau matériel. Et donc, au final, vous allez avoir une machine où vous aurez au moins l'impression que ça va plus vite. D'accord, ok. En fait, il y a un point qu'on a oublié, c'est le RAID. Le RAID qui est une technique qui permet de combiner des disques durs, soit pour optimiser la redondance de stockage, soit pour augmenter les performances de lecture et d'écriture. Et donc, typiquement, si vous mettez 2 disques en miroir non, pardon, pas en miroir, justement. Le terme... En grappe. En grappe. Donc, si vous avez 2 disques qui se combinent, vous allez avoir 2 fois des têtes de lecture ou 2 fois... Oui, c'est ça. On avait déjà évoqué ça, et là je vous renvoie peut-être vers le hors-série consacré au NAS Synology. On avait parlé du RAID de cette technologie à cette occasion-là, mais on pourra y revenir également une prochaine fois si vous le voulez. Là, on va s'arrêter là, parce que ça fait des longs hors-séries, les amis. On va vous laisser là. On vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à nous poser des questions, également nous faire quelques suggestions. Elles sont toujours les bienvenues, bien entendu. Merci à Xavier. Avec plaisir. Merci à Marc, et à très bientôt. Salut.